Bonjour à toutes et à tous ceux qui sont d'ores et déjà connectés. Nous n'allons pas tarder à démarrer. Bienvenue dans ce format. Alors, juste pour vous rappeler un petit peu pourquoi est-ce que c'est l'IREPS qui vous a invité à participer à cet événement. Donc, l'IREPS, c'est l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé Occitanie. Et voilà, elle a pour objet de soutenir les démarches en éducation et promotion de la santé des acteurs du territoire. L'IREPS intervient aussi dans la coordination du dispositif régional d'appui en prévention et promotion de la santé, le DRAPS, qui a, lui, pour but et objectif d'informer, de se former, d'échanger. C'est ce dispositif qui permet ça autour des actions en prévention et promotion de la santé sur les départements de toute la région Occitanie. Donc, c'est un dispositif qui est partenarial, qui est piloté par l'Agence régionale de santé Occitanie et qui a pour but aussi de mettre en lien les chercheurs et les professionnels du terrain dans une dynamique de partage de connaissances, à la fois des données qui vont être scientifiques et des données qui vont être expérientielles, d'où aussi cette volonté de faire se rencontrer ces deux dimensions. Voilà. Donc, l'objectif principal du DRAPS, ça va être d'améliorer la qualité des pratiques en promotion de la santé et bien sûr de réduire les inégalités sociales et territoriales de santé, ou du moins d'y participer. Les matinales de la recherche font partie, bien sûr, des missions du DRAPS. Vous avez peut-être assisté aux précédentes éditions l'année passée. Et donc, ce sont des rencontres qui sont là pour valoriser les projets de recherche et de recherche-action en prévention et promotion de la santé, avec cet objectif de favoriser les échanges, de renforcer les capacités des acteurs, de valoriser des projets locaux ou régionaux, et puis d'évoquer les freins aussi et les conditions de réussite d'une recherche interventionnelle. Alors, bien sûr, on n'est pas dans un format habituel et dans le format initialement pensé pour favoriser ces échanges. On est bien d'accord que dans la démarche éducation et promotion de la santé, le distanciel n'est pas l'idéal et que nous préférons toujours le rapport concret et en connaissance et en rencontre physique. Malheureusement, voilà, dans le contexte qui est le nôtre, ce n'est pas possible. Donc, on se dit que toutefois, on a un échange qui est possible sous un autre format, donc on le maintient sous cet axe-là. Alors, donc, l'atelier qui va vous être présenté ce matin est celui qui concerne les compétences psychosociales mindful, qui va vous être présenté par Madame Lambois, Béatrice Lambois, qui est chercheure associée en psychologie de la prévention à l'Université de Savoie, qui se présentera bien sûr tout à l'heure. Et donc, moi, je suis Delphine Solignac, et je suis référente territoriale de l'IREPS pour le département du Lot, le 46. Le soutien technique actuellement ce matin est réalisé par notre collègue Guillaume Reiss, qui est chargé de communication à l'IREPS, et puis aussi par Marie Donius, qui est la coordinatrice du DRAPS Occitanie. Je vous rappelle simplement le déroulé de cette matinée. En première partie, donc la présentation pour 1 heure par Madame Lambois de l'atelier, compétences psychosociales mindful, et ensuite une deuxième partie d'une demi-heure qui sera consacrée à la réponse aux questions que vous aurez préalablement écrites dans l'onglet chat, conversation, et que j'essaierai de bien retranscrire et bien retransmettre. N'hésitez pas à bien indiquer aussi vos noms, prénoms et peut-être la structure, enfin les éléments en synthèse, bien sûr, que vous souhaiteriez présenter de vous pour peut-être environner votre question. Et voilà, n'hésitez pas à en poser plusieurs tout du long. On essaiera de capitaliser comme ça toutes vos questions. Voilà. Donc, je vais tout de suite passer la parole à Madame Lambois. Du coup, peut-être simplement vous rappeler quelques éléments de contexte, avant de passer la parole à Madame Lambois. Juste pour rappeler pourquoi on a été aussi se porter sur ce sujet-là, parce qu'évidemment, les compétences psychosociales sont un sujet en plein essor. On a toujours un accueil qui est très favorable de cette thématique quand on la propose en formation dans le cadre du DRAPS depuis plusieurs années maintenant. De nombreux programmes probants sont aussi visibles. Je vous ai simplement remis la petite... une petite image là qui va représenter le CIPREV, qui va être une synthèse d'intervention probante pour le développement des compétences psychosociales. Donc, beaucoup d'éléments qui sont visibles ici. On le voit aussi dans quelque chose de plus actuel. Tout récemment, le rapport des 1000 jours qui a été proposé il y a quelques semaines, qui reprend tout un tas d'éléments aussi qui vont dans ce sens-là. Voilà. Et puis, comme il s'agit d'une matinale qui initialement devait se dérouler en présentiel dans le Lot, simplement rappeler que dans le département, nous avons la chance d'avoir le programme PANJO, porté par la PMI du département, qui se déroule depuis maintenant plusieurs années avec des résultats extrêmement intéressants. C'était d'ailleurs l'objet de la matinale de l'année dernière, donc n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à aller voir et revoir celle-ci dans nos captations vidéo sur le site du DRAPS. Également, dans le département, nous avons une action expérimentale de la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot qui met en place des séances de MBSR, donc de méditation, de pleine conscience au bénéfice des soignants pour prévenir les risques psychosociaux notamment et pour prévenir le burn-out
en principale cause grave, mais voilà, pour prévenir tous ces risques psychosociaux, donc avec des résultats très intéressants là aussi. Et puis dans le contexte qui nous occupe actuellement, on se doute bien que ça peut être bienvenu aussi d'accompagner les soignants au maximum pour leur éviter tout risque aussi. Et puis évidemment, bien sûr, dans le département, nous avons tout un tas de programmes en milieu scolaire et périscolaire qui vont à la fois accompagner les parents, aller vers les parents dans cette démarche-là, d'aller vers, de travailler avec eux et pour eux, au plus près, au plus tôt, et aussi, bien sûr, avec les élèves de la maternelle jusqu'au lycée. Voilà. Donc, avec des partenaires, bien sûr, qui sont tout à fait identifiés, de l'éducation nationale, des associations, dans le cadre de la politique de la ville aussi, avec les centres sociaux, par exemple, de tout le département, qui vont pouvoir, comme ça, s'intégrer petit à petit dans des programmes qui développent ces sujets-là. Voilà. Et donc, du coup, maintenant, j'en ai terminé avec cette première partie de présentation et je vais tout de suite passer la parole à Madame Lambois qui va présenter l'atelier CPS Mindful. À tout à l'heure. Bonjour à tous. Un grand merci à l'IREPS et au DRAPS Occitanie de m'avoir proposé d'intervenir aujourd'hui sur cette thématique qui me tient beaucoup, sur laquelle je travaille depuis près de 15 ans aujourd'hui. Comme ça a été dit, c'est vrai que c'est un regret de ne pas être avec vous physiquement aujourd'hui pour pouvoir échanger, voilà, avoir des feedbacks en direct sur une thématique où il y a encore pas mal de débats, d'échanges. Mais bon, comme voilà, on a pu maintenir cette matinale et je me réjouis de pouvoir vous présenter nos travaux sur lesquels on travaille depuis maintenant 10 ans. Donc, comme je disais, c'est une première pour moi de parler toute seule pendant 1 heure. J'espère que ce sera bon de votre côté aussi. Voilà. Et puis, heureusement, on aura le temps de prendre un grand nombre de questions pendant une demi-heure et puis du coup de pouvoir échanger, d'approfondir des éléments de la présentation. Voilà, donc je suis Béatrice Lambois, je suis chercheure associée à l'Université de Savoie, dans le laboratoire interuniversitaire de psychologie, dans l'axe prévention. Et je travaille donc sur ce développement d'outils depuis maintenant plus de 10 ans. C'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce parcours et comment j'en suis arrivée là, à innover, je dirais, sur des outils CPS Mindful, en travaillant sur les données probantes. Donc, cette présentation va nous permettre d'aborder différentes notions avant d'aller directement sur les outils à proprement dit. Je vous propose de faire un petit parcours qui explique les fondements de ces outils et donc de balayer les notions de compétences psychosociales, de données probantes. Donc, je sais que pour certains, voilà, c'est acquis, mais je pense que ça vaut le coup d'avoir ces éléments de partage. Et puis, je sais que ces thématiques-là de CPS et données probantes, il peut y avoir plusieurs façons de les interpréter. Donc, je vous propose de faire un petit rappel pour qu'on ait les mêmes éléments en tête et voir comment ces outils ont été construits. Donc, un petit rappel sur la notion de compétences psychosociales et d'intervention fondée sur les données probantes. Rapidement, en fait, ce qui est compliqué par rapport aux compétences psychosociales, c'est qu'on a une définition qui a évolué au fil du temps. Donc, on est parti de cette définition bien connue de l'OMS dans les années 90, où les compétences psychosociales étaient présentées sous forme de binômes, donc de 10 compétences bien identifiées. Je sais que les IREPS en particulier, on travaille encore des fois avec cette définition-là, qui n'est pas problématique en tant que telle, mais depuis les années 2000, en fait, l'OMS a proposé d'aller vers une nouvelle définition. On va voir pourquoi, en quoi ça peut être pertinent de faire bouger cette définition. Donc, d'une part, l'OMS nous propose d'avoir une définition autour d'une aptitude générale, donc un concept général, aptitude psychosociale générale. Avec cette définition, la capacité d'une personne à maintenir un état de bien-être subjectif qui lui permet d'adopter un comportement approprié et positif à l'occasion d'interactions avec les autres, sa culture, son environnement. Donc, une définition générale et après une classification en 3 grands groupes
autour des compétences émotionnelles, compétences cognitives et compétences sociales, dans lesquelles on va pouvoir avoir différentes compétences et sous-compétences. Donc, on voit l'intérêt, il y a deux grands intérêts à aller vers cette nouvelle définition sur laquelle je travaille moi aussi maintenant. C'est que d'une part, l'organisation en trois types de grandes compétences se rapproche davantage de l'état de l'art dans le champ de la psychologie, hein, puisqu'on a l'univers émotionnel, cognitif et social. Et d'autre part, on se retrouve avec une liste de compétences et de sous-compétences qui n'est pas arrêtée, en fait. On ne peut pas arrêter les compétences psychosociales ou 10 compétences identifiées en 93. Donc, c'est ça l'intérêt. Et l'intérêt de voir que, justement, le nombre de compétences psychosociales et de sous-compétences peut évoluer en tant que tel et qu'on peut s'accrocher, c'est ce que nous, on a fait, sur l'évolution de la science, parce que la science ne s'arrête jamais en termes de production de nouvelles données, et donc d'évoluer et de pouvoir se mettre à jour en permanence. Donc, si on prend justement la définition à partir des années 2000 et qu'on garde ces classifications en trois groupes, compétences sociales, compétences émotionnelles et compétences cognitives, on voit que déjà, il y a une grande liste de compétences qui étaient proposées dans les années 2000. Là, je ne sais pas si vous voyez, en surligné vert apparaissent les compétences qui sont dans les programmes validés. Donc, nous, on a mis le focus dessus. On va en reparler. Et pour identifier quelles sont parmi toute cette liste de compétences, celles qu'on retrouve dans les programmes validés. Donc, sans rentrer dans les détails, on voit que dans le domaine social, on a tout le champ de la communication positive. On a des compétences relationnelles autour de l'affirmation et de la gestion des conflits. Au niveau des compétences émotionnelles, on a tout l'univers de la régulation émotionnelle, celui de la gestion du stress. Et au niveau cognitif, on a tout ce qui est prise de décision, pensée critique et auto-évaluation. Du coup, nous, on s'est appuyé dessus, sur ce travail conceptuel, pour pouvoir l'approfondir et le simplifier. Du coup, on se retrouve, je dirais, avec un entre-deux entre la définition des années 90 et la définition des années 2000, avec un groupe plus restreint de compétences. Ce groupe donc, de compétences plus restreint, puisqu'on se retrouve avec une douzaine de compétences, a été construit à partir de l'analyse des programmes probants. La question était quelles sont parmi toutes ces compétences qui sont listées par l'OMS dans les années 2000, quelles sont les compétences les plus essentielles sur lesquelles il va falloir se focaliser pour être le plus efficace possible. Et donc, c'est comme ça qu'en gardant cette classification en trois groupes, émotionnel, cognitif et social, on a pu identifier cette douzaine de compétences clés, socles et communs aux différents programmes probants. Donc, au niveau des compétences émotionnelles, on a fait le choix d'aller vers, je dirais, le processus et pas la nature de l'émotion. C'est ce qui ressortait des programmes probants, avec l'idée, comme ça a été mentionné dans les années 2000 par l'OMS, d'aller sur la compétence essentielle, en fait, qui est de pouvoir réguler ses émotions, réguler son stress. On l'a mis ensemble. Des fois, c'est traité dans un seul support. En fait, le processus entre régulation émotionnelle et gestion du stress est très proche. Ce sont les mêmes mécanismes. Et pour cela, en fait, il va y avoir des fondamentaux, donc des compétences de base à acquérir pour arriver à cette capacité à réguler ses émotions. Donc, dans les compétences de base identifiées, on va avoir la capacité à comprendre, connaître les émotions, comprendre comment elles fonctionnent. Donc, c'est une compétence à part entière. Après, pouvoir identifier les émotions chez soi, chez les autres, pouvoir exprimer de façon positive ses émotions et, in fine, arriver à réguler ses propres émotions.
Donc ça, c'est pour les compétences émotionnelles. On voit que ces 4 grandes compétences clés suivent un processus, hein, elles s'enchaînent. Donc on va commencer par la connaissance, par l'identification, par l'expression et la régulation. Au niveau des compétences cognitives, on en a identifié 3. En fait, on en a 2 qui sortent des programmes probants CPS. Donc, dans les programmes probants CPS, les compétences cognitives qui ressortent, en premier, la compétence d'auto-évaluation positive, qui est en lien avec l'estime de soi, en fait, sachant que nous, on a fait le choix de parler de auto-évaluation, donc un processus, un savoir-faire interne, plutôt que l'estime de soi, qui est une représentation. Donc, c'est grâce à la capacité à s'auto-observer, à avoir un regard positif sur soi, un regard bienveillant, qu'on va pouvoir faire émerger une représentation positive de soi. Donc, l'estime de soi, on met plutôt en conséquence, plutôt qu'en, je sais qu'il y a des débats dessus, plutôt qu'en compétences directes, même si c'est très, très relié. Dans les programmes efficaces, on voyait aussi qu'il y avait tout un travail autour de la capacité à résoudre les problèmes. Donc, on a identifié cette compétence clé, savoir résoudre les problèmes. Et puis, vous voyez, on l'a mis en italique, parce que du coup, ça, c'est un peu c'est notre innovation. C'est pour ça que l'outil s'appelle CPS Mindful. On a rajouté la pleine conscience, donc la capacité à être en pleine conscience comme compétence cognitive. Donc ça a été un choix qui est venu, je dirais, de 2 entrées. La première, une entrée expérientielle, donc c'est nos expériences subjectives, personnelles et professionnelles qui nous ont interpellés, c'est-à-dire on était plusieurs à travailler sur la pleine conscience, à pratiquer la pleine conscience, et on s'est rendu compte dans nos pratiques qu'il y avait un lien entre la capacité de pleine conscience et la capacité à mettre en œuvre ces compétences psychosociales. Tout simplement, on gère mieux, on est plus à l'aise avec ses émotions une fois qu'on sort de méditation de pleine conscience plutôt qu'une fois qu'on sort de réunion où on n'était pas du tout en pleine conscience. Donc ça, c'est une expérience subjective qu'on a croisée avec un travail autour de la pleine conscience avec les collègues de Chambéry. Les collègues de Chambéry travaillaient sur la pleine conscience et on a eu l'occasion de faire un travail de synthèse autour d'un ouvrage et on a fait l'hypothèse qu'il pouvait y avoir un intérêt entre pleine conscience et compétences psychosociales. Et donc, on a fait un travail de synthèse de littérature, ce qui nous a conforté dans le fait que chaque fois qu'on a une idée, les chercheurs à l'international sont déjà en train de travailler sur cette idée-là, sur cette hypothèse. Et ce travail a donné lieu donc, à un chapitre de livre. Et on voit que les premiers résultats montrent qu'il y a un intérêt à faire se rapprocher ces 2 concepts et que d'un point de vue théorique, cette fois, c'était la 3e étape, d'un point de vue théorique, la compétence de pleine conscience est une compétence d'attention et donc une compétence cognitive qu'on peut faire rentrer dans les compétences cognitives CPS. Et là, on voit bien l'élément qui a été pointé au début, c'est-à-dire l'intérêt d'avoir une définition des CPS qui n'est pas fermée en nombre de compétences, mais qui est ancrée dans la science et dans l'articulation avec l'évolution scientifique. Au niveau des compétences sociales, plusieurs compétences ont été identifiées dans les programmes efficaces. Tout d'abord, la compétence de communication positive, donc savoir communiquer de façon positive, développer des relations positives. Et une fois que ce socle de compétences est acquis, on va aller vers des compétences plus compliquées, pouvoir s'affirmer,
et arriver à résister à la pression sociale et pouvoir résoudre des conflits. Donc, on se retrouve avec 12 compétences socles qui vont être le fondement des outils CPS Mindful quand on présentera les outils. On continue sur notre rappel et notre balayage conceptuel avant d'aller vers la présentation des outils. Un détour qui va être important et qui est important de préciser en ce moment où il y a beaucoup de travail et de références aux données probantes. En fait, de quoi parle-t-on précisément? On utilise les mêmes termes, mais ces termes en fait peuvent renvoyer à des réalités distinctes. Donc, c'est pas forcément des guerres de chapelle, c'est que intrinsèquement, la notion d'evidence-based a une double définition qu'il est vraiment essentiel de connaître pour savoir à quoi concrètement on fait référence. Dans un premier sens, en fait, la notion d'evidence-based programme est utilisée de façon littérale, c'est-à-dire que la notion d'évidence renvoie à la notion de preuve en anglais, donc en traduction littérale. Et donc, l'evidence-based programme, c'est un programme validé au sens strict. On va revenir sur qu'est-ce qu'un programme validé juste après. Dans le deuxième sens, en fait, la notion d'evidence-based renvoie à autre chose. Non pas au niveau littéral, mais dans l'evidence-based health promotion ou evidence-based prevention, en fait, la notion d'evidence-based renvoie non pas à la preuve, mais au paradigme d'intervention. Et on va voir que la notion de preuve est importante dans ce paradigme-là, mais le paradigme ne se réduit pas à la preuve scientifique. Et donc là, on va faire référence à une intervention qui a été construite selon ce paradigme-là. Donc, d'un côté, on est sur un programme validé strict, et de l'autre côté, on est sur une intervention construite selon le paradigme. Donc, concrètement, ça donne quoi? Ça donne deux formes de programmes et de façons de travailler autour des interventions CPS fondées sur les données probantes. Et ça, c'est vraiment important d'avoir ça en tête, avec l'idée que l'un n'est pas meilleur que l'autre, que l'un et l'autre sont complémentaires, vont marcher ensemble, vont être selon les contextes, on va pouvoir avoir avantage à utiliser soit un programme probant fondé sur les données probantes de type 1 ou de type 2. Donc concrètement, de type 1, ça veut dire qu'on va utiliser un programme qui a été validé et on va le mettre en œuvre en respectant strictement le format et le contenu du programme d'origine. Dans les interventions fondées sur les données probantes de type 2, en fait, on va construire une nouvelle intervention selon ce paradigme. Donc, sans rentrer dans les détails, concrètement, on va élaborer cette intervention CPS à partir de 3 sources de connaissances qui vont se croiser. En premier, bien sûr, on va retrouver les connaissances scientifiques et notamment les connaissances sur les programmes validés, mais pas que. On aura aussi des données épidémiologiques, on aura aussi des données théoriques, c'est ce qui a déjà été évoqué en début de présentation. Donc, toutes les données scientifiques les plus pertinentes vont être mobilisées pour construire cette intervention. Mais on va croiser ces données-là scientifiques avec toute l'expérience et toute l'expertise, toutes les connaissances issues de l'expérience dans le milieu d'intervention. Donc, ce sont les savoirs expérientiels qu'on va mobiliser et que les professionnels et que les responsables de projet vont mobiliser pour construire cette intervention fondée sur les données probantes. Et on n'oubliera pas non plus de pouvoir ajuster cette intervention au contexte, au public, aux besoins des bénéficiaires potentiels, des usagers. Donc, c'est une approche intégrative qui va permettre de mobiliser dans un contexte donné les meilleures connaissances disponibles et utiles. Donc, connaissances scientifiques et connaissances expérientielles. Un détour rapide sur le programme validé de type 1. Donc, quand on parle
de programmes probants. En général, on fait référence à ça. Hein. En anglais, on va parler d'Evidence-Based Cell Program. Donc, cell, c'est pour la notion de… Vous trouverez dans la littérature anglaise, CPS, en fait, en termes de traduction, c'est Social Emotional Learning. Donc, on va parler d'Evidence-Based Social Emotional Learning Program. Ces programmes sont des programmes structurés, reproductibles. Donc, de façon générale, ce sont des programmes qui sont structurés autour des compétences psychosociales. Donc, chaque atelier va aborder une compétence psychosociale. On va avoir des supports bien définis, donc des manuels pour les intervenants, des livrets pour des participants. Ce sont des programmes qui sont inscrits dans la durée. Les programmes probants, en général, ont un minimum de 10 séances pour démontrer des effets, des séances d'1 heure. Et aujourd'hui, ce qui sort dans la littérature, c'est qu'en général, ce sont des programmes pluriannuels pour les enfants, pour qu'un effet puisse être démontré sur du long terme. Pour qu'un programme soit considéré comme validé, il y a 2 éléments. Un auquel on pense facilement, c'est la démonstration de l'efficacité. Donc, le programme ait démontré son efficacité. Hein. Démontrer son efficacité, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire, il ne faut pas l'oublier, en premier lieu, qu'il y a eu des résultats positifs, significatifs, non pas sur un détail, sur un sous-déterminant, mais sur le problème ou l'état de santé qui est visé. Donc, un résultat fort et significatif, démontré grâce à un protocole d'évaluation scientifique. En général, on fait référence aux essais contrôlés randomisés, mais de façon générale, on va dire que pour qu'une évaluation scientifique soit reconnue comme fiable, il va falloir passer par une étude expérimentale ou quasi-expérimentale avec groupe contrôle, donc un protocole assez complexe. Et ce qu'on oublie souvent, c'est qu'en général, pour qu'un programme soit considéré comme validé, il est important que ces résultats obtenus à un endroit par une étude puissent être répliqués par une autre étude dans un autre contexte. Donc, on voit bien que les conditions sont lourdes, longues pour obtenir ces résultats. Ce qu'il faut aussi ne pas oublier, c'est que là, c'est la démonstration de la preuve. On est sur le parti évaluation. Mais au niveau de l'intervention, pour qu'une intervention soit validée, il va falloir aussi qu'il y ait des supports définis, précis et reproductibles. Hein. Donc, des manuels pour les intervenants et des livrets pour les participants qui soient rédigés et réutilisables. Donc ça, ce sont pour les programmes validés. Si on parle des interventions fondées sur les données probantes, on va pouvoir construire donc l'intervention à partir de 3 sources de connaissances. Donc, c'est la rencontre entre ces 3 cercles qui va permettre de faire émerger une intervention CPS fondée sur les données probantes. On va aller chercher les données scientifiques, les savoirs expérientiels professionnels, les savoirs et les expériences des personnes, et on va construire cette intervention CPS fondée sur les données probantes à partir de ces meilleures données selon une démarche intégrative. Et donc, c'est selon ce processus-là de type 2 qu'ont été construits les outils CPS Mindful. Alors, avant d'aller sur la présentation directe des outils, ce qui peut être intéressant, c'est de rebalayer comment on en est arrivé là. En fait, l'idée n'était pas au départ d'utiliser ce paradigme général. Ce n'était pas prédéfini. Je dirais, c'est une succession d'expériences qui nous ont amenés à utiliser ce processus-là. Comme je vous l'ai dit, ça fait longtemps qu'on travaille sur ce projet-là, puisqu'on peut faire remonter l'origine de CPS Mindful aux années 2000-2004. Le point de départ, il ne vient pas du tout de la pratique, puisque en tant que chercheur, c'est par les données et les articles scientifiques qu'a démarré ce projet. L'année 2000 jusqu'à 2010-2012, on a fait un gros travail de synthèse de littérature avec la question: quelles sont les interventions efficaces en prévention et promotion de la santé. Donc, on a compilé les données
internationales, puisqu'il n'y a pas de publication française, il y a quelques publications québécoises. Et on a compilé sur différentes thématiques l'état de l'art. On en est aujourd'hui à une quinzaine, voire plus, de synthèses réalisées autour de ce bilan de littérature sur les interventions efficaces en prévention, promotion de la santé. Alors, soit ciblées sur des thématiques comme la santé mentale, le tabac ou l'alcool, soit ciblées sur une population, notamment le bien vieillir chez les personnes âgées. Donc, on est parti de cette littérature-là. Pour ceux que ça intéresse, ces articles sont aujourd'hui en accès libre, parce que pour certains, ils commencent un peu à dater, puisqu'on était, le premier était il y a 15 ans. Et puis, à partir de cette littérature-là, en fait, on a pu commencer à faire des constats, voilà, sur lesquels, personnellement, moi, je ne m'attendais pas forcément à voir ça. Donc, premier constat, déjà, c'est qu'il existe des centaines. Aujourd'hui, on le sait, mais il y a 15 ans, on ne le savait pas forcément. C'est là où je vois que les années passent. On ne savait pas forcément qu'il y avait des centaines et des centaines de programmes validés sur différentes thématiques pour différents publics en prévention et promotion de la santé, avec le constat qu'au niveau scientifique, on n'avait pas de production française, en tout cas à l'époque, dans ces synthèses de littérature. Donc, on allait chercher au niveau international. Le deuxième constat, c'est que si on regardait un peu la forme des programmes, on se rendait compte que ces programmes validés n'avaient pas forcément la même structure que les pratiques courantes françaises. Donc ça nous a interpellés. Puis moi, ce qui m'a beaucoup intéressé et le plus interpellé, c'était d'observer, en fin de compte, que sur des thématiques différentes, on retrouvait des programmes communs. Donc ça, pour moi, c'était assez inattendu parce que, bon, pour les gens de la promotion de la santé, ça peut peut-être paraître une évidence, mais moi, je travaille sur des thématiques bien différenciées. Donc, on aurait pu s'attendre à ce que chaque thématique ait ses programmes spécifiques. Et ce qu'on a pu observer, c'est que des programmes revenaient. Des programmes revenaient. Si on travaillait sur les troubles des conduites, la santé mentale, le tabac, l'alcool, la drogue, la prévention en santé sexuelle, on se retrouvait à avoir des programmes communs entre ces différentes thématiques, et notamment, quand on a regardé de plus près à quoi ressemblaient ces programmes communs, c'était des programmes qui visaient à développer les compétences psychosociales. L'idée de travailler en recherche appliquée, c'était pas de s'arrêter au concept, c'était d'aller vers la pratique et de pouvoir utiliser ces programmes validés en France. Et donc, dès les années 2005, on a lancé une série d'expérimentations de programmes étrangers. Alors, ça a commencé avec le programme de visite à domicile de David Halls, qui aujourd'hui, avec plein de péripéties, d'évolution, d'enrichissement, de Nipanjo. Dans les années 2008-2009, on s'est lancé sur l'expérimentation du programme SFP de Carol Kumpfer, qui a donné lieu aujourd'hui, après un gros travail justement d'adaptation au programme PSFP. Et puis, dans les années 2009-2010, on a travaillé sur l'expérimentation du programme Brin d'Ami, qui est un programme québécois, qui aujourd'hui est aussi en phase d'expérimentation. On a aussi regardé d'autres programmes avec l'idée de s'inspirer ou éventuellement de les implanter, comme le programme Life Skills Training, le programme Triple P. Et puis, dans ces années-là, avant les années 2010, il y avait beaucoup moins... la situation était assez différente et les expérimentations, les premières expérimentations sur ces programmes validés, ces premières expérimentations françaises ne se sont pas du tout passées comme prévu. Ça n'a pas fonctionné comme ça se passe habituellement dans les autres pays en situation de dissémination. Donc, en résumé, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est à partir de ces constats-là
que les outils CPS Mindful ont été construits. Alors, premier constat, on est dans les années 2010, 2005-2010. Les choses ont évolué, mais j'en ai encore des remarques et des réflexions de ce type-là, des débats aussi. Premier constat, c'est au niveau de la structure des programmes validés. Leur structure pose question, que ce soit sur la forme ou sur le fond. Ce qu'on avait pu observer, c'est que l'idée d'apprendre et de pratiquer, de renforcer, de développer des compétences psychologiques, que sont les compétences psychosociales selon une approche psychoéducative, ce n'était pas forcément compris des professionnels avec lesquels on souhaitait travailler, avec des professionnels de terrain qu'on souhaitait rencontrer. C'était perçu comme du pur comportementalisme, du behaviorisme américain. Et du coup, il y a eu une grande forme de rejet par rapport à cet apprentissage structuré de compétences selon le paradigme plutôt, l'approche psychoéducative. Le format des programmes posait aussi de nombreuses questions. Ce format très structuré à l'anglo-saxonne, avec un kit manualisé, clé en main, une liste d'activités sans théorie à réaliser dans un certain ordre, au mieux questionnait les professionnels, au pire, je dirais, créer d'importantes réactions. Moi, j'ai le souvenir d'avoir entendu, on n'a pas besoin d'un manuel de cuisine pour intervenir. Voilà, des remarques comme ça qu'on a pu entendre dans les années 2005. Puis, comme on était sur des expérimentations, évaluations, on cumulait les difficultés. C'est-à-dire que, donc là, un conseil à ceux qui innovent, maintenant on a appris, quand on innove, il faut innover par petites touches. Donc, pas innover de part et d'autre. Nous, on innovait sur la structure de l'intervention, on innovait sur l'évaluation. Et donc, ça faisait vraiment trop pour les professionnels et les terrains d'expérimentation. Avec en France une culture qui est en train d'augmenter, mais on a, comme dans le monde anglo-saxon, on n'a pas forcément une culture de l'évaluation d'efficacité et cette logique de vouloir démontrer les effets par des protocoles complexes, expérimentaux, avec groupe contrôle, avec des mesures, des questionnaires objectifs. Je sais qu'aujourd'hui, ça bouge beaucoup, mais il y a toujours encore même des débats et des résistances par rapport à des professionnels qui n'ont pas du tout l'habitude de travailler ainsi. Le troisième constat qui est sur un autre registre, je travaillais pas seule, on avait des groupes importants de professionnels français de différents profils, des personnes de terrain, des universitaires, des chercheurs. Et parmi les acteurs de terrain, en fait, certains utilisaient ces programmes validés et ils étaient vraiment mobilisés. Ils étaient souvent allés se former personnellement à l'étranger, ils utilisaient ces programmes dans leur pratique professionnelle et il y avait cette volonté en 2005-2010 de pouvoir échanger, de pouvoir faire connaître ces pratiques et de pouvoir innover avec un collectif. Donc, il y a eu cette demande de soutien et d'accompagnement. Et je dis, ça a été un élément clé dans le processus parce que quand les échecs d'expérimentation se sont multipliés, les difficultés ont été de part et d'autre. Je dirais, c'est ce groupe d'acteurs français mobilisés autour de l'innovation qui nous a permis de continuer et d'avancer. Donc, quand on a avancé et on s'est dit qu'on allait justement essayer de travailler différemment, on était intéressés par ces programmes validés qui avaient démontré des effets à l'étranger, mais on était en difficulté sur leur capacité d'implantation dans le contexte français. Donc, on s'est mis à ouvrir ces programmes-là. Donc, c'est ce qu'on a appelé l'ouverture de la boîte noire, ce qu'en général, on ne fait pas. C'est-à-dire que, justement, si on est dans une logique d'implantation de programmes probants, on a interdiction d'ouvrir la boîte noire. Ce qui est recommandé,
c'est voilà, d'implanter ces programmes tels qu'ils sont, les adapter, de les traduire, de les adapter vraiment à un minima, voilà, mais de pas rentrer dedans. Voilà. Mais du coup, de par ces échecs, de par ces difficultés rencontrées, on a fait le choix de rentrer dans ces programmes validés. Et bah, ce qu'on a découvert était vraiment très intéressant, hein. Déjà, la première chose, c'était vraiment, quand on a comparé ces différents programmes, c'était de voir que en fait, il y avait énorme, et il y a toujours d'énormes points communs d'un programme à l'autre. C'est-à-dire que ces programmes nous sont proposés et présentés comme des entités spécifiques. On va parler du programme sans les nommer, X, Y, Z, comme si c'était des programmes différents. Voilà, il y a le programme CPX-X, il y a le programme CPS-Y, et on les présente comme des programmes différents. Ou des programmes qui ne parlent pas de CPS et on va l'appeler le programme X, le programme Y. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de points communs d'un programme à l'autre. Alors, points communs à deux niveaux. Premièrement, au niveau du format. Déjà, comme ça a été dit, ces programmes sont des suites d'activités, pour la plupart du temps. C'est une suite d'activités à réaliser. Et ce qui a été constaté, c'est une absence de théorie. Donc ça a été pointé par les professionnels français, cette absence de théorie et donc cette liste d'activités. Et au niveau des contenus, donc si on était sur les programmes en santé mentale, en violence, en consommation de substances, en santé sexuelle, et voilà, ce qui était intéressant de voir dans ces programmes, c'est que ces programmes justement avaient un point commun autour de leur contenu, puisqu'ils visaient tous à développer un certain nombre de CPS. Donc ce que je vous ai présenté en début de présentation, c'est cette douzaine de CPS qui apparaissent dans la plupart des programmes validés. Voilà, donc ça, c'était le point de départ. Et donc, depuis son projet, CPS Mindful. L'objectif de ce projet, c'était justement de mettre à disposition des professionnels français les savoir-faire qui sont contenus dans ces programmes validés sous un format qui soit adapté au contexte. Donc, ce qui est ressorti de nos groupes de travail et de nos expériences, c'est qu'il y avait un besoin de théorie en plus de pratique. Donc, l'idée d'avoir des supports qui est une dimension théorique, avec l'idée de comprendre pour pouvoir intervenir et aussi de devenir autonome. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a compris le processus, le mécanisme de la compétence, on n'est plus obligé de se coller mot à mot, d'être figé aux activités précises qui nous sont données dans le manuel. On gagne de la hauteur, on gagne de l'autonomie et de la compréhension, donc on devient capable de construire et d'ajuster son intervention. Ce qui a été demandé aussi, c'était de sortir de la logique d'un programme figé, clé en main, et d'avoir plutôt un outil flexible, évolutif. Moi, j'ai beaucoup entendu ce besoin de liberté dans sa pratique. Donc, ça, c'est un besoin qui est ressorti au niveau des pratiques françaises. Donc, d'avoir un outil qui permette de maintenir cette liberté-là tout en donnant des contenus forts et structurés. Ce qui est sorti aussi, c'était de sortir aussi de cette logique de programmes payants, brevetés, concurrents, difficiles d'accès. Donc, difficiles d'accès pour deux raisons, parce que souvent, ce sont des programmes qui ne sont pas en accès libre, qui sont à l'étranger et qui ont des conditions d'utilisation, donc qui peuvent être très variables. Il y en a aujourd'hui maintenant exceptionnellement comme Unplug qui sont en accès libre, en ligne, mais pour européen, il a été fait selon une autre logique, mais pour la plupart, à l'origine, les programmes dans les mondes anglo-saxons étaient vraiment dans une logique comme du médicament, je dirais, c'est-à-dire d'avoir un produit vendable. Donc, du coup, beaucoup plus difficile d'accès, surtout pour les professionnels français, tant au niveau de son coût qu'au niveau de sa capacité d'utilisation. Et puis, l'idée aussi, c'était d'avoir des supports intégratifs selon le paradigme des données probantes, c'est-à-dire que
Encore maintenant, on a des débats. Quelles sont les meilleures pratiques? Est-ce que ce sont les pratiques étrangères, les pratiques françaises? Et là, l'idée, c'était de sortir de cette opposition des savoirs et de plutôt intégrer les meilleurs savoirs et les meilleures pratiques. Donc, faire rejoindre les connaissances scientifiques et les connaissances expérientielles, faire rejoindre donner les meilleures pratiques étrangères et les meilleures pratiques françaises, c'était la logique d'intégration selon le paradigme des données probantes. Et puis, au fur et à mesure de notre travail, puisque c'est un travail de longue haleine, est apparu un objectif secondaire qui aujourd'hui est vraiment très important. C'est qu'on s'est rendu compte que les programmes CPS classiques, hyper validés, datent des années 80, 90. C'est-à-dire que ce sont des programmes qui, pour démontrer leur efficacité, puisque ça prend des années pour le processus de validation, pour certains commencent à être vieux, j'allais dire, et pas forcément ajustés à l'état de l'art dans le champ de la psychologie et des sciences cognitives. Et du coup, au fur et à mesure de notre travail d'analyse des programmes et en lien avec les connaissances scientifiques, on s'est dit qu'il y a vraiment un intérêt à enrichir et à actualiser les programmes classiques. Donc, enrichir comment? Au niveau théorique, première chose, c'est ce qu'on a dit, le besoin de comprendre, de connaître chacune des CPS qui vont être travaillées dans une intervention. Au-delà, je dirais, au-delà des activités à faire, pouvoir comprendre le fonctionnement et l'utilité de la compétence. Et puis, voilà, mobiliser les dernières données disponibles, être à jour. Donc, là, il y a en ce moment, dans la francophonie, des collègues belges travaillent sur les compétences émotionnelles, ont tout un travail approfondi dessus. Donc, comment on peut mettre et mobiliser ces connaissances-là dans nos supports, utiliser les dernières recherches sur la psychologie positive, la parentalité positive. Donc, actualiser et mettre à jour en fonction de l'évolution de la science. Au niveau pratique, l'idée, c'était de proposer plusieurs activités pour chaque CPS. Ces activités étant à la fois issues des programmes validés, mais aussi des pratiques françaises, et de pouvoir les intégrer dans un support unique autour d'une CPS. Et puis, comme je vous l'ai dit en introduction, on a proposé cette innovation autour de la mindfulness. Donc, concrètement, cette innovation, elle prend quelle forme? On a d'une part une fiche CPS qui est consacrée à la pleine conscience, donc une fiche enfant pour développer les compétences psychosociales de l'enfant. On a une fiche qui s'appelle Savoir-être en pleine conscience. Et puis, pour les parents, on a des activités mindfulness qui sont dans plusieurs fiches CPS et des rituels de mindfulness pour animer des interventions CPS. Je vois l'heure qui tourne. Je pensais que ça allait être long de parler tout seul, mais en fait, j'arrive bien. Donc, j'active. Si on rentre dans la description précise des outils, à quoi ressemblent les outils aujourd'hui? Donc, vous voyez que la logique, c'est d'avancer, d'innover. Donc, je vous présente aujourd'hui où on en est avec l'idée que ça puisse encore continuer. Alors, on a plusieurs supports en fonction des publics. Tout d'abord, on a des supports pour développer les compétences psychosociales des enfants, des supports pour développer les compétences psychosociales des parents et des supports pour développer les compétences psychosociales des professionnels, notamment des éducateurs. Et on se retrouve avec différents types de supports. Donc, cette classification, vous voyez, on retrouve ce qu'on a dans la littérature, c'est-à-dire qu'on va avoir des livrets pour les bénéficiaires, enfants, parents, professionnels, qui vont permettre de renforcer de façon autonome ses propres CPS. On va avoir des guides d'intervention qui vont permettre de faire des ateliers CPS. On va avoir des manuels d'implémentation qui vont permettre de réaliser des projets CPS.
et on a un référentiel théorique qui va nous permettre de comprendre ce que sont concrètement, précisément, théoriquement, c'est les CPS. En accès libre, aujourd'hui, vous avez tout ce qui est surligné en vert. Donc, on a 10 fiches CPS pour les enfants de 8-11 ans en accès libre, qui sont 10 fiches pour réaliser donc, des ateliers CPS pour les enfants. On a 10 fiches CPS pour les parents, pour que les parents, par eux-mêmes, puissent renforcer leur propre CPS. Ces fiches sont en accès libre sur le site parentpositif.fr. Donc, ces fiches peuvent être utilisées en autonomie par les parents, mais on voit avec les professionnels qui travaillent dessus qu'elles sont aussi souvent utilisées comme support pour faire des interventions auprès des parents. Et puis, les dernières ont été les fiches à destination des professionnels. C'est ce qui nous a été demandé avec l'idée de, oui, je veux renforcer les CPS des enfants, mais au fur et à mesure, je me rends compte que mes propres CPS, je me pose des questions, je souhaiterais les renforcer. Et donc, c'est comme ça qu'on a développé ces dernières 5 fiches CPS professionnelles. Donc ça, c'est ce qui est aujourd'hui en accès libre. Et du coup, pour information, parce que ça va arriver très bientôt, en rose, vous avez un manuel professionnel qui est sous presse, qui devrait sortir au premier trimestre 2021 et qui va compiler beaucoup de choses. Donc, il va compiler les fiches pour les enfants, des fiches pour les professionnels et des savoirs théoriques et des savoirs pratiques pour implanter un programme CPS. Donc, on aura bientôt un manuel qui regroupe tout ça, avec en plus raccroché à ça une version numérique et des supports pour les enfants. Et puis, pareil, premier trimestre 2021, j'ai un ouvrage, un petit ouvrage de synthèse qui va sortir sur la dimension théorique, donc présentant ces 11 compétences, 12 compétences clés de façon précise. Alors, si on plonge un peu plus dans les fiches qui sont en accès libre aujourd'hui, on voit qu'elles sont organisées en lien avec les 12 compétences clés qui ont été identifiées dans les programmes validés. Donc, au niveau des enfants, on se retrouve à avoir une fiche par compétence. Au niveau des adultes éducateurs, on n'a pas la même structure de fiche, puisque donc, on a cette structure-là. On a 10 fiches qui sont non pas structurées par une entrée compétence, mais structurées par une logique de processus d'apprentissage. C'est-à-dire que les parents qui vont venir faire un programme de soutien à la parentalité ne sont pas dans une école, pas dans une classe. Ils viennent parce qu'ils veulent résoudre un problème, parce qu'ils sont en difficulté, parce qu'il y a une demande. Et donc, les fiches sont présentées dans une logique de programme et d'évolution déjà organisée. Cette organisation s'est calée sur la structure des programmes de soutien à la parentalité qui ont été validés. Donc, on va commencer par les 5 premières fiches qui vont permettre de poser un socle de compétences qui vont permettre d'améliorer, de renforcer les propres compétences des parents. Donc, tout un travail sur le renforcement des compétences et la capacité de gestion émotionnelle des parents. Un travail sur l'image de soi, sur l'auto-évaluation des parents, qui apparaît dans la littérature aujourd'hui comme un point faible. Donc, si on ne travaille pas en premier sur ce rapport à soi, sur cette capacité à travailler ses propres émotions, puis à communiquer au quotidien de façon positive, ça va être très dur pour un parent de rentrer dans des techniques de gestion des conflits, donc des compétences psychosociales de gestion des conflits qui sont plus complexes. Donc, le parent souvent arrive dans les programmes avec ce besoin de comment je fais avec mon enfant quand il fait ça, voilà, je suis dépassée. Mais l'enjeu, justement, ça va être de l'accompagner dans ce processus de développement
en passant en premier par ses propres compétences et son propre rapport à soi. Et donc, et c'est ce qu'on rencontre aussi au niveau des professionnels. C'est eux-mêmes, que ce soit des professionnels de l'éducation nationale, des professionnels de la petite enfance, c'est vraiment ce qui est ressorti de notre travail sur le terrain, c'est-à-dire le besoin de s'outiller, d'être déjà bien avec soi-même, de pouvoir gérer son propre stress, de pouvoir arriver au quotidien à communiquer de façon positive, de pouvoir maîtriser ces compétences-là avant ou en parallèle en général, pour mener à bien ces ateliers CPS pour les enfants. Et là, il y a vraiment un travail, je dirais, en synergie entre le cheminement, on le sait bien, du professionnel dans ses capacités à maîtriser les compétences psychosociales et ce qu'il va pouvoir proposer à l'enfant, tant dans le cadre d'ateliers, mais surtout, on le sait que c'est déterminant aujourd'hui, dans le quotidien. Est-ce que dans le quotidien, le professionnel va être capable d'incarner et de mobiliser ces compétences-là pour que l'enfant puisse, au fur et à mesure des interactions, je dirais, être en contact avec ses compétences psychosociales et les développer, je dirais, naturellement par ce contact. Rapidement, je vois l'heure qui se termine. Toutes les fiches sont structurées en 3 parties. Qui sont en lien avec le projet. La première partie est une partie théorique qui explicite ce qu'est la compétence psychosociale. En premier lieu, on se dote donc d'une définition précise, concrète et opérationnelle, et on explicite son utilité. En quoi cette compétence-là est utile, en quoi elle diffère des pratiques de notre façon de faire habituelle. Dans un deuxième temps, la fiche permet de pratiquer la compétence psychosociale, donc une pratique qui est sur soi pour les parents et les professionnels, et une pratique sous forme d'activité de groupe pour les enfants. Sans oublier la troisième partie, surtout pour les ateliers, avec l'idée de vraiment travailler sur qu'est-ce qui a été appris, qu'est-ce qui a été mobilisé, et surtout comment je vais pouvoir réutiliser cette compétence-là dans la vie de tous les jours, parce que l'enjeu, il est vraiment là. L'enjeu, il est de pouvoir transférer ces acquisitions-là dans le quotidien. Alors voilà ce qu'on a aujourd'hui de disponible en accès libre. Sur le site de l'AFEPS, vous allez pouvoir trouver l'outil CPS Enfant Mindful sous forme de 10 fiches pour faire des ateliers avec les enfants. Vous trouverez aussi les 5 fiches éducateurs, mais ça peut être utilisé pour tout professionnel en autonomie. Et puis, depuis le printemps de cette année, l'AFEPS a mis en ligne le site Parents Positifs qui veut s'adresser directement cette fois-ci aux parents avec cet outil, les 10 fiches parents en autonomie et en accès libre sur le site parentspositifs.fr. Depuis quelques mois aussi, on a mis en ligne une fiche supplémentaire autour des cercles de parole. Donc, l'idée, c'était de faire le lien entre le cercle de parole type PRODAS et les compétences psychosociales. Donc, il y a aussi une fiche pour réaliser ces cercles de parole dans une logique de renforcement des CPS. Cette fiche est en accès libre aussi aujourd'hui sur le site parentspositifs.fr. Voilà, je pense qu'on a pas mal balayé aujourd'hui, à la fois la théorie, l'historique, et puis une présentation rapide des outils. Et puis, je me réjouis d'échanger avec vous s'il y a des questions. Alors, merci 1000 fois. C'était évidemment très intéressant. Je ne suis pas très objective, mais c'était très, très, très intéressant. Alors, quelques questions sont arrivées. Peut-être qu'on laisse votre diaporama à disposition si vous souhaitez revenir sur un élément. Peut-être ça peut être plus facilitant. Alors,
des questions auxquelles vous avez peut-être d'ores et déjà répondu, notamment sur l'accès à ces outils, à ces éléments, notamment voilà, Geneviève qui posait la question de savoir où les fiches CPS enfants et éducateurs pro étaient accessibles. Donc vous avez d'ores et déjà donné le site sur lesquels on pouvait les trouver. Et je profite de rappeler ce que vous avez d'ores et déjà dit, et je crois qu'on l'a dit au tout début, mais que bien sûr tous ces liens, tous ces supports seront envoyés à la suite de cette présentation de ce matin. Tout sera de nouveau accessible, il n'y a pas de souci. Et puis nous, on est toujours dispo aussi à l'IREPS ou chez les collègues des CODES pour relayer aussi ces éléments-là et accompagner les acteurs de terrain à les trouver. Voilà. Juste, du coup, voilà, l'idée de ce travail, c'était vraiment de faciliter l'accès à ces interventions, à ces contenus, à ces connaissances. Donc, c'est vraiment fait dans une logique de transfert de connaissances et de pratiques. Donc, il y a à travers les sites de la FEPS, ces connaissances diffusent aujourd'hui. On s'est rendu compte que ce n'était pas toujours optimal. Donc, du coup, là, depuis quelques mois, on travaille sur l'idée justement de passer par la distribution classique à travers des ouvrages. Donc, c'est pour ça que là, au début de l'année, il va y avoir ce gros manuel qui va regrouper, je dirais, l'ensemble de ces contenus euh, autour donc de ce livret ciblé pour les enfants, mais avec un gros volet professionnel pour aussi faire le lien entre le renforcement des compétences du professionnel et le renforcement des compétences de l'enfant. Donc, vraiment bien articulé. Et puis, une grosse introduction théorique et pratique, donc avec mes collègues, Rebecca Shankland et puis Marie-Odile Williamson. Donc, du coup, on se retrouve voilà, tous ensemble à représenter justement cette synthèse et cette approche fondée sur les données probantes. D'accord, merci beaucoup. Donc voilà, vous avez aussi répondu à la question de Madame Lucie Bernard, qui est diététicienne à la mairie de Port-la-Nouvelle, qui se demandait voilà, quand pourrions-nous avoir accès aux mallettes pédagogiques et sous quelles conditions. Donc voilà, aussi ce format de présentation très, très, oui. très complet aussi. Du coup, j'ai oublié, je suis allée trop vite. Il y a en effet, parce que la mallette, oui. En fait, même moi, je me perds dans nos supports. Donc, la mallette, il y a le guide, il y a le manuel qui va sortir chez un éditeur, donc qui sera en grande distribution. Et il y a le manuel pour les petits. Donc, ça, c'est notre dernière innovation. On est dessus. Et c'est aujourd'hui le CODES du Vaucluse et l'IREPS de la Réunion qui travaillent dessus. Parfait. Donc, on sera informé au moment où ce donc, sera… donc, je pense que voilà, ça devrait. On est sur la fin du support. Après, il y a une phase d'expérimentation. Mais voilà, pour ceux qui veulent en savoir plus, se rapprocher du Vaucluse et de la Réunion. Et en 2021, on devrait avoir ces supports, sachant qu'on est dans la même logique de diffusion, de transfert de connaissances. Donc, je ne pense pas qu'ils retiennent longtemps les supports. Bien entendu. Donc, il y a une grosse demande. Voilà. Pardon. De la même façon, nous, au sein du réseau des IREPS et du réseau de la FNES, ce seront des éléments qu'on aura aussi en actualité et qu'on pourra transmettre à nos partenaires de terrain sans problème. Merci beaucoup. Mathieu nous demande si vous auriez des ressources à recommander pour l'organisation d'interventions en milieu scolaire avec des adolescents, donc en collège et en lycée. Des ressources autour des compétences psychosociales, c'est ça? Oui. Alors, pour les adolescents, c'est la chance. On va toujours renvoyer là-dessus aujourd'hui en termes de programme probant. Celui qui est le seul en accès libre aujourd'hui et qui est traduit, c'est Nplog. Alors, même s'il est orienté sur la prévention de substances, il faut savoir que, comme je l'ai dit dans mon intervention, il y a les 3/4 qui relèvent des compétences génériques. Donc, voilà, même si vous ne travaillez pas sur la prévention de la consommation de substances, vous avez un programme CPS intéressant. Et si vous vous situez dans cette logique de paradigme fondée sur les données probantes, vous avez la capacité et le droit, j'allais dire, de créer votre intervention fondée sur les données probantes en vous appuyant sur les meilleurs programmes, sur votre expertise, sur les retours terrain, sur tout ce que vous avez fait et de construire votre propre intervention. Donc oui, ça peut être plus compliqué, mais ça peut être aussi l'avantage. Chez chaque fois, il y a des pour et des contre. Ça peut être beaucoup plus ajusté au terrain.
Donc, en termes de support, moi, je vous conseillerais forcément Unplug. Et puis, oui, je vous invite à aller voir les outils enfants parce qu'en fait, dans les outils CPS Mindful, moi, ce que les gens, j'ai beaucoup d'étudiants qui les utilisent auprès voilà, de jeunes, que ce soit au collège ou au lycée, parce qu'en fin de compte, il y a toute la partie théorique, plus il y a plein d'activités qui sont totalement ajustables et transférables, quelle que soit la population. Je dirais que c'est plus dur pour nous aujourd'hui d'aller sur les tout petits, parce que les activités ne vont pas passer par le langage, mais il n'y a aucune difficulté à aller sur les plus grands. Voilà, c'est les retours que j'ai. À partir du moment où voilà, les activités sont vraiment adaptables. Et donc, n'hésitez pas à utiliser ces supports-là, à vous imprégner vraiment de cette compréhension théorique, de cette maîtrise des CPS pour construire votre intervention. Alors, vous parliez d'Unplugged, justement, j'en profite aussi pour signaler que sous ce même format que nous vivons ce matin, les matinales, il y aura une matinale qui sera consacrée à ce programme-là. Donc, c'est tout à fait complémentaire avec ce que vous venez d'évoquer. Ouais. Ça peut être très intéressant de s'imprégner de tout ce qui a fait les facteurs clés aussi de ce programme-là pour être en mesure de l'adapter et de le proposer sur un terrain qui sera le vôtre. Alors, une autre question aussi, qui était de préciser ce que vous entendiez par conflit type 1 et 2. Tout à l'heure dans la présentation. Conflit ? Oui, apparemment conflit type 1 et 2. C'était, je crois, au moment où vous évoquiez la question plutôt des professionnels. Alors, le type 1 et type 2, ce sont les types de programmes probants. Donc, ce n'est pas de l'ordre du conflit, c'est qu'il y a deux types de programmes probants. En général, on utilise un terme unique et c'est ça qui est important de voir, c'est que derrière ce terme unique, il y a vraiment deux façons de faire. Il y a voilà, les programmes probants au sens strict, c'est un programme validé. Si on utilise Unplug, par exemple, on prend Unplug, je crois qu'il y a une dizaine de séances, on les applique dans l'ordre, on applique toutes les séances, toutes les activités et voilà. Donc ça, c'est travailler Unplug selon cette logique de programme validé. Et puis, il y a une autre façon de travailler, c'est ce que je viens de dire avant, c'est-à-dire qu'on regarde le programme, en fait, on ouvre la boîte noire, on voit ce dont on a besoin en fonction de notre objectif. En fait, c'est de faire de la gestion de projet en fin de compte, hein, comme vous avez l'habitude de le faire. Vous travaillez selon la même façon en vous appuyant beaucoup sur les données scientifiques. C'est-à-dire qu'en effet, le paradigme, il est quand même avec l'idée de mobiliser beaucoup les données scientifiques, les programmes probants, mais pas que. Donc, vous allez vous appuyer dessus votre programme Unplug. Et c'est ce que je vous disais, vous allez vous dire, voilà, là, cette école, elle m'a commandé 6 interventions. À partir de là, comment je fais? Quelles sont les interventions? Quelles sont les compétences les plus essentielles? Donc ça, c'est la littérature et votre contexte qui va vous le dire. Par quoi je commence? Si j'ai que 6 séances à faire, est-ce que je vais regarder d'autres outils? Donc c'est pour ça que je vous disais d'aller voir les outils CPS Mindful. Je vais construire moi-même ce qui me semble les activités les plus pertinentes pour atteindre mon objectif. Voilà, en fait, c'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites, mais en utilisant les programmes et la science et l'état de l'art. Donc, ça implique un gros travail de gestion de projet. Très bien. Une question de Margot qui la présente comme étant plutôt théorique. Elle n'est pas sûre d'avoir compris le mélange entre données scientifiques, expériences professionnelles et personnelles qui auraient permis au programme de ne plus être perçu comme comportementaliste, à savoir behaviorisme. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce qui a conduit à cette évolution-là? À ce qui a conduit au programme de ne plus être perçu comme comportementaliste. Oui. En fait, le processus, c'était moi, chaque fois, je disais, quand je les regardais, quand je voyais les réactions, c'était quand il y avait du rejet, j'avais le sentiment que les gens rejetaient parce que la forme n'était pas satisfaisante. C'est-à-dire que cette forme, pour certains, n'est pas en adéquation avec les pratiques françaises. Cette logique d'appliquer un programme
clé en main avec une série d'activités qui sont dans l'ordre, qui sont figées, qui sont minutées, avec l'idée… Mais moi, j'étais là-dedans, hein, parce que j'étais il y a 10 ans, je me disais, bah, il faut respecter. Ils nous ont dit… C'est-à-dire que du coup, ça venait en conflit. Et le fait aussi de travailler beaucoup sur les compétences. Parce qu'en fait, donc, les compétences sont essentiellement des savoir-faire. Donc, il y avait cette logique qui était moins dans l'élaboration des pratiques, l'élaboration, mais davantage dans le renforcement des compétences, dans des mises en situation. Donc, c'est là où c'était perçu comme l'apprentissage structuré de comportement. Donc, nous, comment on s'en est sorti? Parce que je dirais l'idée de développer des nouvelles compétences, elle est maintenue. On est tous d'accord qu'il faut aller vers le… Mais la question, elle est comment? Comment on fait émerger ces nouvelles pratiques par rapport à soi, par rapport aux relations, comment on les fait émerger. Et donc, c'est là le comment. Donc, la première chose qu'on a amenée, c'est, alors là, c'est vraiment lié à notre culture, c'est l'apport théorique. Moi, j'ai vraiment eu des moments extraordinaires où la confrontation entre l'équipe américaine et l'équipe française, où à chaque fois, les professionnels français disaient, mais pourquoi on fait ça? À quoi ça sert? Où je vais? En fait, ça, c'est vraiment lié. Au début, moi, je voyais ça, c'était insupportable parce qu'on n'avançait pas donc, dans notre formation. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un cadeau, quoi. En fait, c'est de se dire que cette capacité de réflexion, d'analyse, oui, de rentrer par l'intellect pour aller vers l'action, bah, c'est une spécificité française, mais ce n'est pas une tare. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, c'est pour ça que je pousse à en faire une qualité, c'est-à-dire si elle permet l'action. Elle devient un problème si elle ne permet pas l'action. Donc là, c'est vraiment la théorie qui va permettre l'action. C'est en donnant des éléments de compréhension sur justement cette compétence, comment elle fonctionne, le comportement qui est attendu. Vous verrez dans les fiches, on a une description très très précise du comportement visé. Si vous ne savez pas exactement quel est le comportement vers lequel vous voulez aller, que ce soit pour vous ou pour l'enfant, alors vous êtes dans le flou. Donc, et nous, par ce côté théorique, on va permettre aux professionnels de savoir, de rentrer dans cette compréhension de la compétence. Et c'est ça qui va être en fait un élément d'apprentissage essentiel qu'on n'a pas dans les programmes américains parce que culturellement, moi, pour avoir passé des années dans le monde anglo-saxon, ils ne fonctionnent pas comme ça. C'est pragmatique. On rentre par l'action, on fait, on ne se pose pas 10 000 questions. Nous, on passe pour des intellos qui analysons tout, qui découpons tout. Mais aujourd'hui, moi, j'en ai fait une force et je me réjouis de pouvoir rentrer par cette dimension théorique qui permet de se libérer, justement, de se libérer et de se décentrer un petit peu de l'activité. C'est-à-dire que le but n'est pas de faire l'activité. Ça, c'est ce qu'on enseigne tout le temps. Le but, c'est que ces compétences se développent. Donc, ça peut venir de plein de façons. Donc, ça va venir par l'apport théorique. Ça va venir aussi beaucoup par l'expérience subjective, donc la mise en situation. Donc, c'est ces deux-là. Mais l'expérience subjective, l'idée, ça ne va pas être d'appliquer un atelier pour le faire. C'est qu'à partir de l'expérience vécue de l'enfant ou de l'adulte, l'enjeu, ça va être de faire émerger ce savoir-là à partir de sa propre expérience. Et c'est là où on a les meilleurs résultats. C'est que du coup, on n'est pas en train d'imposer une norme, on n'est pas en train d'imposer un comportement qui serait bien par rapport à un comportement qui ne serait pas bien. On est en train de permettre et de créer un contexte qui permet à l'enfant ou à l'adulte de cheminer, de réfléchir sur ses pratiques courantes. Donc, vous verrez dans les fiches, on part toujours de « je m'observe », comment je fonctionne habituellement. Et est-ce que ce que je fais me convient? Ou est-ce que ce que je fais me pose des questions? Si je suis content avec mes propres pratiques, eh ben, j'allais dire, voilà, je suis content. Il n'y a pas d'ouverture au nouveau. Si je me rends compte grâce au groupe, grâce aux exercices, grâce à l'apport théorique, que mes pratiques, elles ont des limites, que je suis prêt à découvrir d'autres choses, alors il y a un besoin qui émerge, il y a une motivation. Et c'est là où, je dirais, le processus d'apprentissage est le plus intéressant, le plus riche et le plus positif. Très bien. Donc, Merci. on n'est pas dans du comportementalisme extérieur. On vise l'émergence de nouveaux comportements qui sont aussi intrapsychiques. Hein. Donc, quand c'est de la régulation émotionnelle, ce n'est pas du comportement, c'est des processus intrapsychiques.
On vise l'acquisition de nouvelles façons de faire, mais non pas par un processus plaqué, mais par un processus expérientiel et un cheminement qui va être accompagné par un professionnel qui, de fait, doit être à l'aise avec ses compétences. Enfin, Oui, et du coup, ce qui peut expliquer voilà. peut-être le pourquoi et les questions Voilà. vers la théorie pour mieux les Voilà. comprendre et être en Ouais, mesure de ouais, peut-être ouais, ouais. mieux les mobiliser aussi pour soi. Voilà. Oui. Parfait. Alors, du coup, une question un peu plus pratique peut-être. Hein. Comment obtenir quelqu'un, Marie-Neige Dubarry, qui vous remercie pour votre intervention et qui demande comment obtenir des financements pour implanter un programme en milieu scolaire. Si vous avez la Alors réponse, ça, ça va intéresser plein de ouais. gens. Ça, je ne suis pas la personne la mieux placée, hein. Je pense que l'équipe de l'IREP sera beaucoup mieux placée. Alors, c'est ça. On n'a pas toujours des réponses magiques non plus, mais en tous les cas, on peut vous accompagner à répondre à des appels à projets. On peut être aussi en veille sur l'appui à la rédaction, sur l'appui à la mobilisation de financement auprès de partenaires extérieurs. Oui, tout à fait. Ce Voilà. que je peux juste dire, là, ce n'est pas tant au niveau du financement concret qui est spécifique au contexte aussi, voilà, que je ne connais pas voilà, en particulier. Mais par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de pouvoir justifier son intervention. Et pouvoir la justifier, aujourd'hui, il y a énormément de programmation, qui soit nationale, régionale et locale, en lien avec les compétences psychosociales et qui permettent de justifier le projet. Voilà, donc on peut se raccrocher, je dirais, au programme national, la feuille de route santé mentale, au Oui. programme Le parcours éducatif de national santé. de prévention, de santé publique prévention. Donc, il y a vraiment cette accroche. Et puis, au niveau de l'éducation nationale, voilà, vous avez le programme éducatif, Parcours éducatif de santé. merci, le parcours éducatif de santé qui met vraiment en avant les compétences psychosociales. Vous avez tout ça qui permet de justifier l'action. Et puis ça peut être peut-être, comme vous le disiez, dans un premier temps, de voir dans quelle mesure au quotidien on peut les mobiliser avant d'envisager de faire quelque chose de trop compliqué et complexe dans un premier temps, peut-être. Voilà, en fait, l'idée de ces supports flexibles, c'est pouvoir déjà dans sa pratique, au-delà d'un énorme projet, on a l'habitude de fonctionner en projet, là, l'invitation, c'est que vous pouvez, dans votre pratique courante, utiliser ces supports-là pour vous et pour votre public, en fait. Et nous, ça prend des formes complètement inattendues. Même au début, j'étais même réticente parce que je me retrouve, c'est moi, je forme beaucoup de psychologues de la prévention, mais forcément, il y en a qui vont aller vers la clinique. Et je me retrouve avec des psychologues qui réutilisent ces supports-là dans leur pratique clinique. Alors au début, je grinçais un peu. Et puis après, je me suis dit, mais en fait, voilà, soyons ouverts et créatifs en fonction du contexte. Voilà. Parfait. Alors, une autre question de Nathalie Hautefeuille, qui vous remercie aussi pour tout l'intérêt de la présentation. Est-ce que vous auriez des évaluations normées, type questionnaire, pour objectiver les résultats, notamment sur les capacités attentionnelles des enfants? Oui, c'est souvent la question qu'on me pose hein, sur les outils. Sur la capacité, en plus, sur la capacité attentionnelle spécifiquement, non. Moi, je n'ai pas travaillé dessus. Sur les outils CPS, en fait, ce qui se passe, c'est que ça évolue très, très vite. Il y a un développement d'outils. Donc, moi, je travaille sur une recherche en Nouvelle-Aquitaine, juste, voilà. Qui a 2 ans, donc on avait pris les outils il y a 2 ans. Et aujourd'hui, ça peut encore bouger. Donc, en général, je suis désolée, je ne m'aventure pas trop. C'est-à-dire que, du coup, chaque fois qu'on lance une nouvelle étude, allez voir quels sont les outils. Il y a besoin vraiment de l'état de l'art. Ça bouge énormément. Et rapprochez-vous des chercheurs qui font ces recherches. Moi, je suis plus sur le développement. Je suis plus je me suis centrée. C'est dur d'être partout, mais il y a un gros besoin d'innovation, donc sur le développement d'outils. Et je suis moins focalisée sur l'évaluation, même si ça a été mon cœur de métier il y a 10 ans. Merci beaucoup. Alors, une autre question de Julien Beaumont qui explique que la gestion de projet demandant du temps et donc des moyens humains, pour une approche intégrative et donc un travail en synergie avec les acteurs locaux, travaillez-vous avec les ARS pour permettre aux associations locales de mettre en place des projets d'éducation à la santé autour des CPS? Oui, c'est un gros travail.
Moi, j'ai plusieurs fonctions, hein. Là, ma fonction de chercheur, c'est un tout petit temps sur mon temps de travail. Je suis déjà mobilisée voilà, personnellement sur beaucoup de projets. Donc personnellement, je stoppe, on va dire. Et je fais le choix d'être sur la diffusion de support pour pouvoir atteindre le plus de monde possible. Voilà. Après, pour rassurer, moi, ce que je pourrais vous dire, c'est ce travail qui est un travail collectif, hein, de plus de 10 ans, voilà, qui est tout le temps remis à jour. C'est-à-dire que nos supports, qui ont été les premiers, sont diffusés depuis 2007. Et ben, là, on est sur… non, 2017, pardon. Là, on est sur la mallette enfant. Et ben, on réactualise en permanence. Donc, ce travail de réactualisation, que ce soit théorique ou pratique, là, il y a le référentiel qui sort. Moi, je vous inviterai à vous appuyer sur le référentiel qui va sortir, sur le manuel qui va sortir, parce que ce travail de compilation, je dirais, on l'a fait. Et après, je dirais, ce qu'on vous propose, c'est de construire votre intervention à partir de là. Normalement, voilà, vous êtes capable de… L'idée, c'était de regrouper surtout là. Moi, j'attends vraiment la sortie de ce manuel parce que vous avez tous les éléments pour construire votre propre intervention sans que ce soit coûteux. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un programme clé en main, si vous n'y retrouvez pas, si le programme… Moi, j'ai eu des demandes, hein, et c'est ce que je dis. Unplug, c'est les ados. Moi, on me dit, ben, j'interviens auprès des petits, je fais comment? Donc, voilà. L'idée de ce manuel, c'est de se dire, même si c'est 8 ou 11 ans, vous allez trouver suffisamment de connaissances et de pratiques pour construire votre intervention. Donc, voilà, là, vous n'êtes pas obligé là, je vous ai expliqué le processus qu'on a fait, mais dans cette logique de capitalisation, à partir du moment où on a nous-mêmes capitalisé la théorie, la science, la pratique française, moi, ce que je vous invite, c'est de continuer, c'est-à-dire de prendre ce qui est là et de continuer. Dans votre contexte, nous, on n'a pas accès à toutes les pratiques locales. Là, c'était beaucoup Marie-Odile Williamson par le cartable CPS qui nous a qui nous a proposé les meilleures activités. Mais moi, je suis sûre qu'il y a plein d'activités qui pourraient être super intéressantes à utiliser. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez compris la logique d'intervention, de maîtriser pour vous-même les CPS, de maîtriser la théorie, de commencer vos ateliers par de l'observation avant d'aller vers de l'apprentissage, voilà, je vous le fais en résumé, hein, et ben, vous êtes capable de construire votre intervention. Donc, nous, voilà, du côté de la FEPS, ils proposent aussi des formations, hein, s'il y en a qui veulent expérimenter, mais je sais qu'aussi au niveau des IREPS, vous avez toutes les compétences, et là, je dirais, on vous amène voilà, l'état de l'art l'état de l'art et de la pratique. Et à partir de là, ben, construisez, avancez, quoi. Il y a pas de souci. Absolument, oui. Et puis, je rajoute qu'en effet, nous, au niveau de l'IREPS et puis des collègues des CODES, on est amené, bien sûr, en local, en territorial, à travailler avec les délégations départementales des ARS, mais aussi au niveau régional. Tout ça inscrit dans les priorités de santé du programme régional de santé pour lesquelles, voilà, vous l'avez rappelé aussi tout à l'heure, les compétences psychosociales sont bien fléchées, bien identifiées. Donc, vous avez parlé PSFP, par exemple, qui est clairement indiqué également. Donc, bon, on a quand même aussi des leviers sur lesquels on peut agir et on peut accompagner les acteurs locaux comme les associations telles que c'était mentionné. Merci beaucoup. Alors, une question aussi qui sera peut-être, on arrive vers la fin. Avez-vous des supports anglo-saxons à proposer, s'il vous plaît? Ah. On se retrouve dans le paradoxe. Bah, les supports anglo-saxons sur lesquels on a travaillé, on a eu la chance d'être dans des projets il y a 10-15 ans qui ne sont pas en accès libre. Hein. Qui ne sont pas en accès libre pour la majorité. Hein. Donc, en anglo-saxon, Unplug, vous allez l'avoir en version anglaise. En fait, je vous renvoie toujours vers Unplug parce que, à ma connaissance, c'est le seul programme CPS en accès libre. Ça c'est un vrai problème qu'il ne faut pas sous-estimer. Jusqu'à maintenant, bah, les concepteurs ont fait ce choix. C'est aussi dans une logique culturelle. Je veux dire, c'est une évidence de travailler comme ça quand on est dans le monde anglo-saxon. Mais cette évidence anglo-saxonne n'est pas une évidence pour la France. Donc, du coup, nous, on a nos propres modalités de travail. Du coup, ces supports, vous pourrez les obtenir uniquement
si vous accédez aux formations. Mmh. En fait. Donc c'est de se rapprocher, si vous avez repéré des programmes anglo-saxons validés, c'est de se rapprocher des concepteurs et de voir leurs modalités de formation. Bon, moi, après, mon rêve aujourd'hui, ce serait de retraduire le manuel qui va sortir en langue anglaise, donc ce serait rigolo. C'est ça, ce serait un juste, Voilà. une juste Je ne sais pas si réponse. ça plairait à tous les concepteurs, mais bon. D'accord. Alors écoutez, nous arrivons à la fin des questions qui ont été posées. J'espère ne pas en avoir oublié, mais a priori, j'ai balayé l'ensemble des questions de la conversation dans le chat. Donc n'hésitez pas si vous en avez une dernière. Est-ce que peut-être vous souhaiteriez préciser un autre élément ou avoir une autre voilà, précision à faire justement? Est-ce que vous souhaiteriez rajouter quelque chose, vous? Bah, c'est assez frustrant de ne pas voir les personnes Ouais. et de ne pas avoir des échanges personnels. En tout cas, bah, encore un grand merci de m'avoir donné quand même l'opportunité, malgré les conditions difficiles, de pouvoir parler de ce sujet qui est justement très important au regard du contexte, de parler de santé positive aussi. Je pense qu'il faut garder le cap sur cette approche globale et positive. Et puis, bah, diversifier en effet les formes de mobilisation comme on peut. Parce que c'est vrai que du coup, il y a beaucoup de projets terrain qui ont été suspendus. Donc, je pense que l'enjeu, il est, étant donné ce qu'on nous annonce, on est parti pour plusieurs mois, d'essayer de maintenir la diversité des interventions et des supports. C'est pour ça que nous, que la FEPS a lancé parentspositifs.fr. C'était dans le contexte du premier confinement. Je sais qu'il y a une grosse mobilisation. Ça ne remplacera pas le présentiel, mais je pense qu'il faut rester présent sur ces aspects positifs de la santé et de soutien au public et aux différents publics. Et de rappeler que justement, dans ce contexte-là, les compétences psychosociales peuvent avoir un rôle crucial et pas de second plan. Absolument, oui. Et s'il y a quelque chose qu'on peut faire chacun à son niveau, Voilà. parent Oui. ou éducateur ou enseignant ou tout un chacun, Oui. voilà, c'est vraiment aussi les avoir en tête et puis se documenter un peu dessus et essayer de les travailler de sa place, hein, en n'essayant Oui. pas non plus trop en faire, mais à minima d'en être conscient. Ça peut être toujours bénéfique, en effet. Voilà. Et voilà, quand on est dans le champ de la promotion de la santé, c'est vraiment quelque chose qu'on accompagne tout au quotidien, quasiment. Donc, je vous remercie infiniment à tous et à toutes pour vos questions, pour votre attention. Merci infiniment, Madame Lambois. C'était très, très, très intéressant, très riche. Vous avez Bon, plein tant de mieux. merci qui défilent dans la conversation. Donc, on va clôturer cette matinale. On rappelle que l'ensemble des supports et des liens et des ressources vont être disponibles et diffusés. Que vous pourrez revoir cette intervention en replay si vous le souhaitez. Et on va vous souhaiter une très bonne fin de journée. Merci bien. Au revoir. Au revoir.